à tous, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, merci d'être là pour la dernière conférence de la matinée. On va accueillir un invité qui est venu, qui vient de Californie, Rob Twyman, président régional pour la région Californie de Whole Food Markets, une grande entreprise du secteur alimentaire aux États-Unis qui est en pointe sur l'innovation. Et Rob Twyman va nous parler pendant cette petite heure pendant laquelle on va l'écouter de 30 ans de retailing aux États-Unis. Retour d'expérience, qu'est-ce que nous, on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en gagner, les chemins à suivre et ceux à éviter. Je l'accueille tout de suite sur scène. Merci Rob, si vous voulez bien me rejoindre. Je vous laisse un micro. Ah ben oui, pardon, 2 fois que je vous fais le coup en plus. Vous êtes équipé. Merci, merci. Bonjour tout le monde. J'ai eu l'idée de commencer en disant « Bonjour, je m'appelle Rob Twyman », mais dans un accent très américanisé, mais ma femme, elle m'a convaincu que ce n'était pas une bonne idée. Donc j'ai dit merci et bonjour, merci Madame Delettre, merci Monsieur Gallet pour l'invitation à cet événement spectaculaire et important. Comme le monsieur a dit, je suis président de la région de la Californie du Nord de Whole Foods Market. Cela signifie tout simplement que je soutiens tous les 43 magasins et les 9000 employés qui font partie de la région. Alors, je parle français assez bien, mais comme j'habite aux États-Unis, je n'ai pas beaucoup d'occasion de le parler ni de le pratiquer. Mais j'aime bien la langue française, alors si ça ne vous gêne pas, je vais parler en français, mais en lisant exclusivement de mes notes. C'est mieux comme ça, je vous promets. Alors, pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas Whole Foods Market, ça ne fonctionne pas. Voilà. Pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas Whole Foods Market, nous sommes le détaillant le plus grand aux États-Unis, spécialisé exclusivement dans la vente des produits alimentaires naturels et biologiques. Je vais parler aujourd'hui de l'histoire de notre entreprise et vous expliquer comment elle a influencé le commerce de détail des produits alimentaires naturels et bio aux États-Unis, la croissance de l'industrie et de l'avenir en cette période où la concurrence et l'évolution de la technologie se développent rapidement. Ça ne fonctionne pas. Désolé. D'abord, il faut que je dise que c'est mon honneur d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui de la nourriture dans ce pays qui a inspiré ma passion pour la nourriture. Je dis cela parce que... Attendez, ça ne marche pas. Je dis cela parce que mon expérience avec les produits alimentaires, avant d'étudier à l'Université de Strasbourg dans les années 80, n'était pas du tout inspirante. Un peu de... Ceci, ça ne marche pas. Ça avance... C'est automatique? Pardon.
Donc, un peu d'histoire qui vous décrira le monde alimentaire aux États-Unis avant la révolution naturelle et biologique. Lorsque j'étais enfant aux États-Unis, aux années 60 et 70, j'ai été élevé selon les normes et de la hauteur de la popularité de ce qu'on appelle le régime alimentaire américain, autrement dit Standard American Diet, ou en anglais SAD. Ce régime alimentaire contenait de grandes quantités d'aliments transformés, processed foods, du fromage américain par exemple, qui n'est même pas du fromage, mais un mélange d'huile végétale, d'arômes et de couleurs artificielles, de conserves, des spaghettis, de la soupe par exemple, des plats surgelés comme TV dinners, inspirés par le programme spatial Apollo, étaient le repas congelé préféré et pratique à déguster en regardant la télévision. De la restauration rapide, fast food, comme McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Les ventes à la restauration rapide ont augmenté à un rythme incroyable au cours des années 70, 80 et 90. Les Américains ont dépensé 6 milliards de dollars dans la restauration rapide en 1970 et 142 milliards de dollars en 2006. On peut facilement imaginer comment je me suis réveillé lorsque j'ai découvert des produits alimentaires qui n'avaient pas été transformés, qui étaient des saveurs, des couleurs et des textures authentiques, des produits artisanaux qui avaient été produits dans le respect des normes de qualité strictes et de grande valeur. C'est ce que j'ai découvert lorsque je suis arrivé en France en 1944. C'est ici en France que j'ai bu ma première tasse de bon café expresso. C'est ici que j'ai découvert ce qu'est une boule fraîche, croustillante et encore chaude. C'est ici que j'ai pour la première fois coupé un vrai brie de Meaux non pasteurisé. Et c'est ici en France où j'ai goûté pour la première fois une vraie bouillabaisse. J'avais enfin découvert que c'était une vraie cuisine et je ne crois pas que le fait que je sois impliqué dans le secteur alimentaire depuis cette époque soit une coïncidence. Pour mieux illustrer comment le marché des produits alimentaires naturels et bio a progressé et la popularité qu'il a obtenue au cours des dernières décennies, je voudrais vous raconter l'histoire de la production et du commerce des produits alimentaires aux États-Unis au cours du dernier siècle. Cette histoire commence par le développement industriel, agricole et technologique et par une industrie essayant de suivre le rythme de l'explosion démographique. Aux États-Unis, entre le début des années 1900 et le milieu du XXe siècle, la façon dont les produits alimentaires étaient produits a subi plusieurs changements importants. La réfrigération, qui signifiait que les produits alimentaires pourraient être stockés plus longtemps. L'évolution des moyens de transport, qui signifiait que les produits alimentaires pouvaient être transportés dans le pays, permettant ainsi la vente de fruits et de légumes hors saison. Et l'utilisation de pesticides et d'engrais artificiels, qui signifie que les produits alimentaires pourraient être produits plus rapidement et avec des rendements supérieurs obtenus dans ce qu'on appelle l'élevage industriel, ou comme on dit en anglais, factory farming. Mais ces changements représentaient aussi des défis. Les producteurs ont commencé à traiter et à préparer les produits alimentaires pour qu'ils puissent être conservés pendant le transport du producteur au consommateur. Des conservateurs, des arômes et des couleurs artificielles ont été ajoutés pour que les produits alimentaires puissent être conservés pendant toute la durée du transport, sur les étalages des supermarchés et pour diminuer les coûts des produits et le nombre de déchets. Les fruits et les légumes furent traités avec des pesticides et des engrais artificiels et la viande fut traitée avec des hormones de croissance et des antibiotiques afin d'augmenter les rendements et de minimiser les pertes. En fait, la nourriture était plus abondante que jamais en Amérique et les Américains avaient plus de temps libre qu'ils n'en avaient jamais eu. Mais, ironiquement et tristement, nous passions moins de temps à cuisiner que jamais auparavant.
En fait, selon certaines études récentes, 20% des repas des Américains sont consommés dans la voiture. Les Américains dépensent 10% de leurs revenus dans la restauration rapide. Au moins une personne sur 4 mange un type de fast-food par jour. Les Américains consomment 31% d'aliments emballés que d'aliments frais. Heureusement, à la fin des années 70, les habitudes alimentaires des Américains avaient commencé à changer. Et au début des années 80, plusieurs entreprises ont émergé en lançant la vente de produits alimentaires naturels et bio dans de grands supermarchés, car elles savaient qu'il y avait un marché émergent et plus important pour ces produits. Plusieurs facteurs ont favorisé ce changement. La génération du baby-boom avait maintenant atteint l'âge adulte et avait des enfants. Leurs valeurs contre-culture concernant la nourriture et l'environnement ont influencé leurs habitudes d'achat. Deuxièmement, des écologistes comme Wendell Berry et Rachel Carson remettaient activement en cause la qualité de produits d'élevage industriel. Le cancer et d'autres maladies liées à la santé comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, cérébraux et le diabète de type 2 étaient de plus en plus fréquents. Enfin, malgré la popularité de l'exercice physique, l'obésité chez les enfants et les adultes avait aussi commencé à augmenter. Les premiers détaillants des produits alimentaires naturels et bio ont établi des normes alimentaires strictes pour conduire leurs activités et ont également établi des principes de bonne conduite et des valeurs sur lesquelles ils sont basés pour diriger leurs entreprises. Certains des premiers, comme Whole Foods Market à la ville de Austin au Texas, Mrs. Gooch's à Los Angeles, Bread and Circus à Boston, étaient des chaînes de supermarchés de produits alimentaires naturels et bio indépendantes. Ils ont tout pris conscience que le marché de ces produits était en pleine croissance. Jusqu'à là, les magasins de produits alimentaires naturels et bio étaient généralement très petits, la plupart étant des coopératifs de produits végétariens qui vendaient des aliments en vrac, des vitamines, des produits secs, des fruits et des légumes. La plupart de ces magasins n'avaient pas plus d'1 000 à 2 000 mètres carrés de surface de vente. Ces nouveaux détaillants étaient plus grands, environ 3 000 à 5 000 mètres carrés, et offraient un grand choix de viande, de fruits de mer, de fromages importés, d'aliments préparés, de charcuterie, de bière et de vin. En outre, ces plus grands magasins respectaient les mêmes normes alimentaires que leurs homologues plus petits, pas de colorants artificiels, pas de parfums ni de conservateurs, pas d'antibiotiques ni d'hormones de croissance dans la viande. Ces entreprises étaient engagées à fournir et à vendre des fruits et des légumes biologiques cultivés de manière durable. Ces propriétaires d'entreprises étaient préoccupés par l'impact que les pesticides et les engrais artificiels utilisés dans l'élevage industriel avaient sur l'environnement, ainsi que l'impact négatif que les aliments transformés avaient sur notre santé. Ces nouveaux magasins, plus grands, ont permis d'augmenter la demande pour des produits alimentaires naturels et bio à un plus large public, en proposant des marques traditionnelles d'épicerie qui satisfaisaient à ces normes alimentaires plus strictes, en plus de marques de produits naturels et bio. Pour la première fois, les consommateurs ont commencé à se demander comment leur nourriture était produite. Et pour la première fois, ils pouvaient faire tous leurs achats sans être obligés de vérifier qu'il n'y avait pas de produits chimiques y ajoutés. Whole Foods Market a ouvert en 1980. John Mackey et ses cofondateurs étaient de jeunes hippies qui, selon John, pensaient tout simplement que cela serait une activité amusante. Mais ils se sont vite rendus compte qu'ils dirigeaient une entreprise viable. Leur message concernant les produits alimentaires naturels et leur engagement pour une agriculture durable correspondait aux besoins d'un nouveau type de client. Leur premier magasin, appelé Safer Way, à Austin, Texas, a été tout de suite un grand succès.
Au cours de la deuxième année, Safeway a combiné ses forces avec celles d'un concurrent, Clarksville Natural Grocer, et ensemble, ils ont créé Whole Foods Market. Mais à la fin de cette même année, Austin a été dévasté par une inondation qui a paralysé Whole Foods Market. Tout dans le magasin a été détruit par cette inondation. Ce fut un événement crucial pour Whole Foods Market et pour John Mackey en particulier. Lorsque les clients ont su les dommages qu'avait subis le magasin, ils se sont réunis et ont travaillé bénévolement pour aider à tout nettoyer. Lorsque les fournisseurs ont pris connaissance de la perte de tous les produits dont Whole Foods Market avait souffert, ils ont mis à la disposition du magasin des produits de remplacement à crédit, malgré le fait que Whole Foods Market était effectivement en faillite. Et les investisseurs du capital ont réinvesti dans l'entreprise afin que Whole Foods Market puisse rester à flot, littéralement. Ce fut la genèse de la philosophie de nos différentes parties prenantes, comme on dit en anglais, stakeholders. L'importance des besoins des stakeholders fait partie des principes de ce que John Mackey et d'autres nomment le capitalisme conscient. Les clients, les employés, les fournisseurs, les investisseurs et les communautés ont tous vu Whole Foods Market comme quelque chose de bien plus important que juste une épicerie. Whole Foods Market est devenu une partie importante de leurs moyens de subsistance et de leur style de vie. Il leur a permis à définir leurs valeurs et leur a offert le moyen de créer un impact sur le niveau de leur santé, sur l'environnement et sur leur communauté. Ils partagent les valeurs et le but de Whole Foods Market. Ils se sont tous ralliés à ce but. La relation entre Whole Foods et ses stakeholders n'est pas indépendante, mais interdépendante. Cette alliance de stakeholders ayant un but commun a guidé et a inspiré Whole Foods Market au cours des 35 dernières années. Autant que possible, nous intégrons les besoins de l'ensemble de nos stakeholders dans les décisions que nous prenons. Et nous avons créé des valeurs fondamentales, core values en anglais, qui traitent chacun des stakeholders et qui servent comme la boussole d'exploitation de Whole Foods Market. Voici nos différentes valeurs fondamentales ou bien core values. Premièrement, nous vendons les produits naturels et biologiques de la plus haute qualité disponible. 2, nous satisfaisons et faisons le plaisir à nos clients. 3e, nous soutenons le bonheur de tous les membres de l'équipe, ce qu'on appelle les employés, ainsi que leur excellence. Nous créons de la richesse grâce à la croissance et au profit. 5e, nous servons et nous soutenons nos communautés locales et internationales. Nous pratiquons et faisons progresser le respect de l'environnement. Nous créons des partenariats gagnant-gagnant avec nos fournisseurs. Et enfin, nous favorisons la bonne santé de nos parties prenantes en offrant une éducation sur une alimentation saine. Comme vous voyez, l'ensemble de nos stakeholders, clients, employés, actionnaires, fournisseurs, l'environnement et les communautés fait partie intégrante de ces valeurs. Au fil des ans, Whole Foods a grandi et l'industrie a grandi avec lui. En 1989, Whole Foods Market a ouvert son premier magasin hors du Texas, à Palo Alto, en Californie. En 1992, nous avons effectué notre premier appel public à l'épargne, organisé par John Mackey, notre PDG. Entre 1992 et 1993, Whole Foods a acquis 3 de ses principaux concurrents, Mrs. Gooch's, Bread and Circus ainsi que Wellspring Natural Foods. En 1996, nous avons fait l'acquisition d'un concurrent Freshfields Natural Foods. Et en 2000, enfin, le ministre d'Agriculture des États-Unis a publié le National Organic Program, organisme qui contrôle l'alimentation issue de l'agriculture biologique. Ce fut un tournant pour le secteur des produits alimentaires biologiques, car pour la première fois, ce programme a établi une norme nationale pour l'agriculture et pour les produits biologiques. En 2000, Whole Foods était devenue une entreprise de plusieurs milliards de dollars, ayant des magasins dans 20 États aux États-Unis et au Canada.
En 2001, nous avons ouvert notre premier magasin à New York. New York était depuis longtemps le territoire des petites épiceries familiales portant les noms légendaires comme Zabar, Balducci et Dean & DeLuca. En plus du grand nombre des mêmes aliments gastronomiques que ces détaillants offraient, Whole Foods a offert un plus grand magasin, des passages en caisse plus rapides et du service excellent, et bien sûr des aliments naturels et bio. En 2004, Whole Foods a ouvert son magasin phare à Columbus Circle, à New York. Grâce à ses 20 000 mètres carrés, ce magasin était le plus grand supermarché de Manhattan et il a rencontré un succès immédiat, malgré le fait qu'il se situait sous-sol et qu'il est entièrement invisible de la rue. Cette même année, Whole Foods a acquis une petite chaîne appelée Fresh and Wild à Londres. Mais c'est bien le magasin Columbus Circle qui a fait la célébrité de Whole Foods Market. Il est rapidement devenu le magasin de l'entreprise réalisant le plus de ventes et il a toujours été depuis. Il attire des clients du monde entier et le nombre de clients qu'il sert chaque année est équivalent à 2 fois la population d'Irlande. À bien des égards, il a prouvé que le concept de l'alimentation naturelle et biologique avait du succès et la concurrence a commencé à prendre conscience de ce fait. Un peu de chronologie. De 2004 à 2014, la part de marché de Whole Foods n'a cessé de s'accroître et les détaillants traditionnels ont commencé à prendre conscience que ce marché n'était pas seulement une niche de marché. Lentement, ils ont commencé à ajouter des produits alimentaires naturels et biologiques de leurs rayons. Même les grandes entreprises comme Walmart et Costco se sont engagées à augmenter leur choix de produits alimentaires biologiques. La concurrence faite à Whole Foods s'est accrue non seulement de la part des magasins de produits alimentaires naturels concurrents, mais aussi de la part des magasins pour grand public. Mais Whole Foods a continué de s'accroître et a commencé à ouvrir des magasins dans les villes qui étaient auparavant considérées comme trop classiques ou au sujet desquelles nous pensions qu'elles n'avaient la population ayant le niveau d'éducation ou de revenus nécessaires. Des villes telles de Kansas City, Omaha, Columbus dans l'Ohio. Dans les marchés existants, nous avons commencé à attirer des clients qui effectuaient des changements à leur régime alimentaire. Nous commencions à voir ce que nous appelons crossover customers au marché nouveau et existant. Ce sont les consommateurs qui font leur achat à Whole Foods sans connexion historique ni engagement profond envers les produits alimentaires naturels et biologiques. La croissance a continué et en 2007, Whole Foods a acquis Wild Oats, une acquisition qui a permis d'augmenter de 20% le nombre de Whole Foods. Il est difficile de savoir exactement à quel point Whole Foods Market a influencé le développement de l'industrie. Le développement de la société a permis de sensibiliser le public et cette sensibilisation a à son tour créé un marché plus important, encore plus important, bien au-delà de l'influence de Whole Foods Market. Il est clair cependant que le leadership de Whole Foods dans le développement de nouvelles approches dans les commerces de détail et de sa contribution à redéfinir le but de l'entreprise aux États-Unis ont contribué à créer un marché aussi fort que les détaillants alimentaires conventionnels, les restaurants et les producteurs ont tous emboîté le pas. Il y a 4 facteurs en particulier qui ont, à mon avis, influencé la croissance de Whole Foods Market au fil des ans. Numéro 1, les normes de qualité. Whole Foods a toujours eu une liste stricte de normes de qualité qui garantissent que les produits ne contiennent aucun arôme artificiel, aucun colorant et aucun conservateur. Un aspect de qualité, les choix des sources d'approvisionnement et les partenariats avec les fournisseurs. Whole Foods cherche dans le monde entier les meilleurs producteurs de produits alimentaires et, à certains moments,
établit des associations des marques. Notre partenariat avec Hervé Mons, l'un des meilleurs affineurs de fromage, est un exemple excellent de partenariat avec un fournisseur qui partage notre engagement envers la qualité. Un autre aspect de qualité, c'est le programme de prêts aux producteurs locaux. Whole Foods accorde des prêts à faible taux d'intérêt aux petites entreprises pour les aider à se développer et leur fournir des points de vente pour les produits. L'intégration verticale nous aide à sécuriser les ressources de la qualité. L'entreprise Allegro Coffee, par exemple, Allegro Coffee est détenue par Whole Foods Market et Allegro produit et torréfie tous les cafés. Un autre aspect de qualité est le système d'évaluation du bien-être des animaux. Un programme comprenant 5 étapes. Whole Foods Market a mis en place un système de notation de viande avec le Global Animal Partnership, le partenariat mondial pour les animaux, qui évalue le bien-être des animaux de la naissance à l'abattage. Whole Foods a établi aussi un système de notation des poissons et des fruits de mer sauvages pour s'assurer que certaines espèces ne soient pas mises en danger par une pêche excessive. Plus récemment, Whole Foods a établi un système de notation pour les fruits et les légumes que nous appelons cultivés de manière responsable. Ce système prend en considération des aspects tels que l'eau et la conservation du sol, le bien-être des travailleurs, en plus de l'utilisation de pesticides et des engrais. En 2013, Whole Foods fut le premier distributeur aux États-Unis à annoncer l'objectif d'exiger l'étiquetage obligatoire de tous les produits contenant des OGM dans ses magasins. Le deuxième facteur qui fait la différence entre Whole Foods et les autres, à mon avis, sont les relations entre les mêmes membres de notre équipe, ce qu'on appelle les employés, et le service de la clientèle. Je crois que la raison pour laquelle les membres de notre équipe sont heureux et offrent un service excellent est parce qu'ils sont attirés par notre mission et parce qu'ils sont liés à l'entreprise, suite à certains programmes que Whole Foods a mis en place. Crucial dans cela est la prise de décision et la responsabilité personnelle. De nombreuses décisions sont prises par consensus et les membres de notre équipe sont encouragés à innover et à trouver des solutions en équipe plutôt que de se reposer seulement sur les suggestions de chefs d'équipe. Les membres de nos équipes sont autorisés et ont la responsabilité de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la satisfaction du client, même si cela implique de contourner certaines règles. Deuxièmement, la participation aux bénéfices. Si une équipe dépense moins que le budget qui lui a été attribué pour la manœuvre, la différence est remise aux membres de l'équipe en tant que bonus chaque mois. Cela récompense le service client et la productivité. Troisièmement, les options d'achat d'actions. Les membres de nos équipes qui ont 6 000 heures de service se voient offrir des options d'achat d'actions et se voient offrir la même chose toutes les 6 000 heures suivantes. Et quatrième, un vote pour les avantages sociaux. Chaque membre de notre équipe vote tous les 3 ans pour décider des avantages sociaux qui seront offerts par la société. Troisièmement, troisième facteur de Whole Foods Market, le partenariat communautaire local et international. Notre PDG, John Mackey, dit souvent qu'une entreprise a la capacité de faire plus que des organisations à but non lucratif, car elle a accès à des ressources financières plus importantes et plus durables, en supposant bien sûr que l'entreprise continue de se croître. Whole Foods considère le soutien qu'elle apporte aux différentes communautés comme sa mission. Elle apporte son soutien aux différentes communautés locales et internationales grâce aux fondations et aux programmes suivants qu'elle a créés. Les magasins organisent et soutiennent les événements, activités bénévoles et parrainage. Et le programme de 5% par jour, par exemple, Whole Foods donne 5% des ventes de ses magasins à un organisme à but non lucratif de son choix 4 fois par an. Whole Kids Foundation,
Ça, c'est une fondation établie par Whole Foods. Cette fondation offre des jardinières de légumes et des buffets de salade aux écoles des quartiers à faible revenu. Une autre fondation que nous avons établie, c'est de Whole Planet Foundation, offre des microcrédits aux femmes de pays en développement pour créer des entreprises et met à leur disposition des points de vente à nos magasins pour leurs produits. Troisièmement, Whole Cities Foundation. Cette fondation offre une éducation concernant l'alimentation saine, de la formation, et elle soutient le développement des magasins Whole Foods dans les communautés à faible revenu, ce que nous appelons Community First. Comme j'ai dit, ce sont des magasins Whole Foods Market dans les quartiers à faible revenu qui ont désigné comme des déserts alimentaires par le ministre d'Agriculture des États-Unis en raison du manque de produits alimentaires frais. Ces magasins sont en mesure d'offrir de meilleurs prix en raison de leurs coûts d'exploitation réduits. Enfin, quatrième facteur, l'innovation dans les produits alimentaires, les conseils et le design. Whole Foods est une société décentralisée, ce qui signifie que chaque région et que chaque magasin peut expérimenter et innover. L'entreprise a plus de 400 magasins maintenant. Cela signifie qu'il y a de nombreuses possibilités d'innover. Deuxièmement, quant aux produits alimentaires, Whole Foods a établi une norme du marchandisage aux États-Unis. Voici quelques exemples tirés de l'expérience de nos magasins. Y incluent les plats préparés et les produits made right here, les plats qui sont préparés par nos chefs de cuisine qui nous offrent la possibilité de créer des plats uniques et qui ne peuvent pas être trouvés ailleurs et qui respectent les normes de qualité. Et finalement, je crois que le concept et le design soient caractéristiques à Whole Foods Market et sont différents des autres détaillants. Voici quelques exemples. Les bars, ce sont des bars installés à l'intérieur de nos magasins qui servent de la bière locale. Nous en avons même construit une brasserie dans l'un de nos magasins. Nous brassons environ 500 litres de bière par semaine dans ce magasin de San Jose en Californie. La torréfaction du café en petite quantité, ceci est un autre concept que j'ai installé dans mon magasin à Berkeley en Californie. Et une des meilleures innovations que nous offrons, c'est la conception de nos magasins. Chaque magasin est personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque communauté. Voici quelques exemples. Les magasins sont construits de manière à minimiser la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement en utilisant des matériaux recyclés et des récupérateurs de chaleur. Et dans certains magasins, nous avons installé des panneaux solaires ou des éoliennes, ce qui est une remarquable compensation écologique. Cela vous donne un aperçu de la façon dont Whole Foods Market et l'industrie des produits alimentaires naturels et bio se sont développés au fil des ans. Mais la période entre 2008 et maintenant a subi un changement important dans le commerce de détail des produits alimentaires naturels pour un certain nombre de raisons clés. Premièrement, la grande récession de 2008. Whole Foods a réagi en offrant des prix plus bas, en réduisant les coûts des marchandises et les dépenses d'exploitation et a rapidement rebondi en même temps que l'économie a commencé à se redresser. Mais les grands concurrents ont également cherché à vendre dans des zones qu'ils n'avaient pas observées auparavant. Et ils ont commencé à ajouter des produits alimentaires biologiques et naturels dans leurs rayons, à un rythme plus agressif que jamais. Il est tout à fait vrai que Whole Foods Market a accompli sa mission d'origine, c'est-à-dire offrir des produits alimentaires et bio naturels au grand public. Et maintenant, nous devons nous adapter à cet environnement de vente au détail qui évolue et dont la concurrence est sans précédent. Mais un changement plus important a lieu dans les 5 à 10 dernières années en raison de l'augmentation du nombre de clients de la génération du nez, ce que nous appelons millennials, et le développement rapide au commerce électronique de la technologie. Cette combinaison a augmenté la vitesse à laquelle les changements ont lieu dans l'industrie alimentaire
et dans d'autres industries comme jamais auparavant. La génération du né ou millennials est composée des personnes qui sont nées entre 1980 et 2000 et elle représente un nouveau type de clientèle. Généralement, la génération du né est technophile. Ces personnes utilisent la technologie facilement. Innovatrices, ces personnes utilisent la technologie pour expérimenter et elles peuvent travailler dans un environnement en évolution constante. Ces personnes sont moins enclines à patienter pour obtenir des résultats, elles veulent obtenir une satisfaction de tout de suite. Ces personnes sont activement engagées à trouver un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ces personnes sont moins préoccupées par les questions relatives à la vie privée et sont prêtes à fournir des informations pour avoir accès à des choses rapidement et facilement. Ce sont des personnes que l'on pourrait qualifier de multitâches. Elles passent rapidement d'une tâche à une autre et peuvent naviguer entre plusieurs formes de médias en même temps sans problème. Et ces personnes sont connectées à plusieurs médias sociaux. Elles peuvent représenter la publicité la meilleure et la moins chère que vous n'avez jamais eue. Ou, à l'autre face, elles peuvent presque tuer une marque en quelques petites minutes grâce à l'effet viral des médias sociaux. En ce qui concerne le shopping, la génération du né désire une livraison rapide des produits et des services, avoir accès aux informations sur les produits et sur l'entreprise. La transparence est importante pour ces clients. Des sites Internet sur lesquels on peut facilement naviguer. La personnalisation, ils veulent une touche personnelle. Un élément social comme partager, faire un commentaire et poster. Un sens de la communauté en ligne ou en magasin. Elles désirent des entreprises ayant une mission associée à une cause sociale et environnementale. Elles désirent des interactions via les téléphones portables sur le moment. Par conséquent, en particulier durant les 5 dernières années, un nouveau type de détaillant et de fournisseur de services a vu le jour aux États-Unis. Ils utilisent les nouvelles technologies et ils ont accès à beaucoup de capitaux pour répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle. Instacart, Google Shopping Express, Amazon Fresh, Fresh Direct, Zappos et Uber et Lyft, toutes les entreprises ont une chose en commun, elles sont en évolution constante et elles développent des technologies pour faire évoluer leurs entreprises à un rythme extraordinaire. En termes d'évolution, les taux de mutation dans ces entreprises se produisent plus rapidement que jamais auparavant. De la même manière, les camions de restauration, food trucks, changent leur menu du jour au lendemain, créant une évolution de la restauration et de fusion culturelle et culinaire que nous n'avions jamais vue, comme des tacos coréens, des burritos vietnamiens et des frites au curry, etc. En outre, ces sociétés sont orientées sur la technologie. Elles sont donc en mesure de répondre à certaines des exigences clés de la génération du né, dont je parlais avant. De plus en plus, les détaillants sont mis au défi d'identifier moyens grâce auxquels ils vont continuer à attirer les clients dans leur magasin, maintenant que presque tout peut être commandé en ligne. Notre partenariat avec Instacart, qui a maintenant 1 an, a permis d'avoir un bon équilibre entre les ventes en ligne et les ventes en magasin. Ce partenariat a permis de créer la plupart des ventes supplémentaires. Les clients choisissent d'effectuer des achats en ligne, en plus des achats qu'ils effectuent en magasin et non pas à la place des achats qu'ils effectuent au magasin. Chose étonnante, les clients semblent faire des achats importants, non seulement des achats pour dépanner. Whole Foods Market et Instacart sont en mesure de collecter des données relatives aux achats, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions en matière de produits, de personnaliser l'expérience du client en fournissant des informations, des services pertinents, planification des menus, suggestion des produits, etc. Nous avons observé une importante croissance de nos ventes en ligne au cours de la saison des fêtes de la fin d'année. Les clients commandent leur dîner pour les fêtes en ligne et soit ils viennent le chercher au magasin, soit ils se le font livrer directement à leur domicile.
Cela est un facteur de commodité. La technologie a également entraîné des modifications dans les magasins. Les systèmes de commande au magasin, les kiosques d'information et la technologie comme Apple Pay, le paiement mobile disponible aux caisses, a augmenté la rapidité du service, connecte le client aux informations et fournit une autre opportunité de ramasser des informations relatives aux achats. La façon dont nous vendons a fondamentalement changé à cause de la technologie et des habitudes de la génération du net. Le marketing peut désormais avoir lieu instantanément. Comme une fenêtre pop-up sur votre smartphone, les fenêtres pop-up peuvent apparaître lorsque vous êtes dans un magasin, lorsque vous conduisez et que vous utilisez des applications comme Waze ou Google ou lorsque vous écoutez de la musique en ligne. Le marketing peut être personnalisé pour vous sur les applications en ligne. Ce marketing personnalisé évolue en temps réel et il est de plus en plus ciblé au fur et à mesure que les informations concernant vos achats recueillies. Mais le plus important, à mon avis, c'est l'effet des médias sociaux. Traditionnellement, il était de la responsabilité de l'annonceur de diffuser le message d'une entreprise voulait faire connaître. Cela a toujours été une tâche difficile aux États-Unis, car la publicité a toujours été accueillie avec un peu de scepticisme. Mais le marketing via des médias sociaux procure une voie plus puissante pour communiquer le message d'une entreprise. Si une personne a aimé un produit ou si elle a apprécié les relations qu'elle a eues avec votre entreprise, cette personne va communiquer le message pour vous et elle va le faire plus rapidement et plus authentiquement que vous ne pourriez le faire. Parce que c'est une expérience personnelle et une expérience de la vie réelle. Bien sûr, malheureusement, comme nous le savons, cela fonctionne aussi si un client a une mauvaise expérience. Enfin, à mon avis, la vente au détail aux États-Unis a plus changé au cours des 5 dernières années que dans les 50 dernières années. Pendant les années, il suffisait d'offrir d'excellents produits et d'excellents services à un prix équitable. Si vous n'avez pas du succès dans l'un ou l'autre de ces domaines, votre entreprise ne survivait pas. Maintenant, le climat des affaires est beaucoup plus complexe. Les entreprises doivent être plus agiles. Elles doivent évoluer pour personnaliser et livrer des produits plus rapidement. Presque toutes les entreprises de vente au détail et de services sont en danger d'extinction dans ce nouvel environnement, si elles tentent de continuer de gérer leurs affaires comme elles le faisaient auparavant. Les produits alimentaires, les vêtements, les appareils électroniques, les articles ménagers, les taxis, etc. Chacun de ces secteurs doit s'adapter à cette nouvelle technologie et à cette nouvelle clientèle. C'est un nouveau monde des affaires passionnant, rempli de nouvelles possibilités. Mais, en conclusion, permettez-moi de dire qu'il y a une chose qui est toujours appréciée et qui ne peut pas se trouver en ligne. Ce sont les liens personnels et un vrai sens de la communauté. Ceci ne peut être créé que par une personne. Les détaillants qui veulent survivre doivent rester au courant avec tous les développements technologiques et démographiques, mais aussi important, ils doivent travailler durement pour créer la communauté et une connexion personnelle dans leur magasin. Et cela doit être authentique. Quant à moi, je crois que la communauté prend ses racines dans la nourriture. Depuis longtemps, l'humanité se réunit à la recherche de la nourriture. Celle-ci nous offre l'occasion non simplement de nous nourrir, mais aussi de nous relier aux autres, de partager, de célébrer, de nourrir nos âmes. Malgré tous les changements rapides du monde actuel, ceci demeure une vérité humaine. Merci. Merci beaucoup. Merci Rob. Des questions peut-être dans la salle, oui? Oui, bonjour. Merci Rob d'avoir fait la présentation en français, qui est quand même un sacré challenge. La question, je pense qu'une bonne partie des personnes ici se posent, c'est quand est-ce que vous allez venir en Europe continentale et en France en particulier. Donc voilà.
Je vais répondre en anglais. Et, The question is, when non, are you non, coming je connais. in France and Pardon, Europe? je comprends. So at this point, we don't have any plans that I'm aware of to expand further in Europe. Currently, we have 7 stores in the UK. We have about 10 stores in Canada. But at this point, no plans to open in continental Europe. Pour l'instant, rien en Europe, quelques points au Canada et 10 en Angleterre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous parler du storytelling et la façon dont vous présentez les produits français notamment, qui sont pour nous nos produits du quotidien, mais quand vous les présentez en magasin, est-ce que vous vous rappelez l'origine, la façon dont c'est fait, comment ça se passe? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Regarding the French product, can you explain how you make it understand in the retailing position? Yeah, so we import quite a bit of product from France and from other countries as well. We work with importers to bring that product in. In some cases, we have direct relationships, like Hervé Mons, the one in England as well, other cheesemakers. We actually will ship that directly so that there's not as much time that it takes in the transport. So rather than going through a third party, we'll take it directly into and we'll ship it directly into a port and then distribute to the stores. Des liens existent entre le fournisseur et la marque directe, que ce soit en France ou dans les autres pays. Oui. Good morning. Good morning. You mentioned Trader Joe on one of your slides. What's the fundamental difference in positioning between Whole Food Market and Trader Joe? Yeah. Well, I think the most important thing is that, you know, Whole Foods Market is a full supermarket. You can do all your shopping there. Trader Joe's, you know, specializes. They have some unique products. They're very heavy on private label. But just to give you an example, their stores, within their stores, they have approximately 7,000 SKUs, 7 different products. Whereas in a Whole Foods Market, you'll find 30 to 40,000 SKUs, 30, 40,000. So clearly a much wider selection, much higher focus in Whole Foods on fresh foods, prepared foods, bigger produce sections and so forth. So it really is, you know, Whole Foods, the concept is really much more of a full shop rather than a very sort of quick in and out shop. But Trader Joe's, for instance, doesn't have a full, what we call a prepared food section, where you can come in and have things made to order. Much lower service levels. La différence tient surtout à la taille entre les quantités et les qualités de proportion avec les différentes chaînes. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas compris, est-ce que vous allez venir en France bientôt ou pas? C'est pas planifié du tout? Non. Oui. Hello. Regarding the e-commerce, do you only do e-commerce with Instacart, or do you also deliver directly online? And could we have an idea of the percentage of sales it's already done by e-commerce and mobile? I'm sorry, the last part of the question? I would like to know the share of business done on internet and mobile. Yeah, okay. So we work with Instacart, and we also work with Google Shopping Express. Those are the two main companies that we use. Instacart we use across the country. Google Shopping Express we're utilizing currently just in California. It actually started in my region because, of course, Google is right there. So we started working with them actually in advance of working with Instacart. The percent, I can't be specific about this percent. What I can tell you is that it is growing very, very quickly. Month over month over month, we've seen tremendous increase. And as I said in my presentation, the great news is that many of those sales are what we call incremental or supplemental, supplémentaire, which is fantastic, which means that, you know, people are coming in, they're doing, on the weekends in particular, their full shop where they'll buy, you know, all their products for the week. But then throughout the week, it seems to be more of a convenience shop. Although I will say that what we call the average basket, how much people are spending with each shop at Instacart, is much higher than we expected. Le développement du mobile commerce se continue et on arrive même à des magasins qui vont suivre l'acheminement du produit, des magasins de convenience. Voilà. Je vous remercie pour toutes vos questions et je vous propose qu'on fasse une petite pause
de façon à ce qu'on se sustente. Merci. Merci. Au revoir.